La lecture philosophique par Mathieu Guglielmino. Un podcast pour faire vivre le savoir des philosophes dans ce qu'il y a de plus vivant, la parole. Cette semaine, 3 lectures de Pierre Bayard. Le plagiat par anticipation, comment parler des livres que l'on n'a pas lus, et enquête sur Hamlet, le dialogue de sourds. Le plagiat par anticipation, de Pierre Bayard. Chapitre 2. Qu'est-ce qu'un plagiat par anticipation ? Où le lecteur est invité à identifier par lui-même l'auteur du XIXe siècle dont Voltaire s'est, non sans un certain cynisme, clairement inspiré au XVIIIe siècle dans l'un de ses contes. Il importe donc tout d'abord, contrairement aux auteurs de l'Oulipo qui accordent une trop grande extension à la notion de plagiat par anticipation et prennent le risque de le diluer, d'en resserrer l'emploi, et pour ce faire, de préciser aussi rigoureusement que possible les critères de sa définition. Au cas où des doutes subsisteraient chez le lecteur quant à l'existence même de ce type de pratique, je lui proposerai ici un premier exemple, où je ne lui fournirai que le nom du plagiaire, sans lui indiquer pour le moment celui du plagié. Ainsi pourra-t-il éprouver par lui-même ce sentiment d'inquiétante étrangeté qui s'empare tout à coup de celui qui découvre, dans un texte littéraire, la trace manifeste d'un emprunt à un texte postérieur. Car plus que sur la certitude, c'est sur l'intime conviction que repose le plus souvent l'identification du plagiat par anticipation, et c'est par elle qu'il faut quelquefois accepter de se laisser guider. Dans l'un de ses plus célèbres contes, Zadig, Voltaire raconte les pérégrinations à travers plusieurs pays d'Asie d'un jeune habitant de Babylone. Réputé pour sa sagesse, Zadig est choisi par le roi pour devenir son conseiller. Mais s'étant épris de la reine Astarté et aimé par elle, il est contraint de s'exiler pour échapper à une tentative de meurtre de la part du souverain. Il mène alors une vie aventureuse dans différents pays, tombe en esclavage, devient l'ami de son nouveau maître, sauve une veuve du bûcher, manque de mourir à plusieurs reprises avant de pouvoir retourner à Babylone épouser sa bien-aimée. Rendu libre par la mort du roi, auquel il finit par succéder après avoir vaincu les autres prétendants en combat singulier. Comme les autres contes de Voltaire, Zadig, au-delà du récit d'aventure humoristique, se présente comme une leçon de sagesse, où le philosophe s'élève contre toutes les formes de sottise et de dogmatisme, notamment religieux. Voltaire y illustre à nouveau l'un des thèmes majeurs de son œuvre et de son engagement politique, la défense de la tolérance et du relativisme. Mais le conte, dont le titre complet est Zadig ou la destinée, histoire orientale, comporte aussi une réflexion pessimiste sur la providence qui n'est pas sans rappeler celle de Candide. Non seulement la providence est loin de diriger un monde qui semble avant tout guidé par le hasard, mais le héros est conduit à constater amèrement, même si ses aventures connaîtront une fin heureuse, que tout ce qu'il a fait de bien a toujours été pour lui une source de malédiction. C'est dans ce cadre de la lutte de la raison contre la croyance et de la réflexion sur la providence qu'il faut placer le passage qui nous intéresse, lequel se situe au début du conte, avant que Zadig ne se fasse remarquer par le roi pour sa sagesse. Retiré au bord de l'Euphrate, après un premier mariage malheureux, le jeune homme voit un jour passer devant lui en courant un eunuque et plusieurs officiers qui semblent à la recherche de quelque chose et lui demandent s'il n'a pas vu le chien de la reine. Zadig répondit modestement. « C'est une chienne et non pas un chien. »« Vous avez raison, reprit le premier eunuque. »« C'est une épagnole très petite, » ajouta Zadig. « Elle a fait depuis peu des chiens, elle boite du pied gauche de devant et elle a les oreilles très longues. »« Vous l'avez donc vue » dit le premier eunuque tout essoufflé. « Non, » répondit Zadig, « je ne l'ai jamais vue et je n'ai jamais su si la reine avait une chienne. » Fermez les guillemets. Peu de temps après, c'est cette fois un cheval de l'écurie royale qui s'échappe des mains d'un palefrenier. Zadig voit venir vers lui le grand veneur et des officiers à la recherche de l'animal disparu, et leur répond avec une égale précision quand il lui demande s'il ne l'a pas vu passer. C'est le cheval qui galope le mieux, il a 5 pieds de haut, le sabot fort petit, il porte une queue de 3 pieds et demi de long, les bossettes de son mors sont d'or à 23 carats,
Ces fers sont d'argent à 11 deniers. Quel chemin a-t-il pris? Où est-il? Demanda le grand veneur. Je ne l'ai point vu, répondit Zadig, et je n'en ai jamais entendu parler. Le premier eunuque et le grand veneur sont alors convaincus que Zadig a volé la chienne de la reine et le cheval du roi. Et le jeune homme est condamné à subir le knout et à passer le reste de ses jours en Sibérie. Mais à peine le jugement est-il rendu que l'on retrouve les deux animaux. Les juges sont contraints de revenir sur leur arrêt, mais condamnent cependant Zadig à payer 411 d'or pour avoir décrit ce qu'il ne pouvait avoir vu. C'est seulement après avoir payé son amende qu'il est permis à Zadig de plaider sa cause. Le jeune homme maintient n'avoir pas vu les deux animaux et s'explique en ces termes. Voici ce qui m'est arrivé. Je me promenais vers le petit bois où j'ai rencontré depuis le vénérable eunuque et le très illustre grand veneur. J'ai vu sur le sable des traces d'un animal et j'ai jugé aisément que c'était celle d'un petit chien. Des sillons légers et longs, imprimés sur de petites éminences de sable, entre les traces de pattes, m'ont fait connaître que c'était une chienne dont les mamelles étaient pendantes, et qu'ainsi elle avait fait des petits il y a peu de jours. D'autres traces, en un sens différent, qui paraissent toujours avoir rasé la surface du sable à côté des pattes de devant, m'ont appris qu'elle avait les oreilles très longues, et comme j'ai remarqué que le sable était toujours moins creusé par une patte que par trois autres, j'ai compris que la chienne de notre auguste reine était un peu boiteuse, si je l'ose dire. Pour expliquer comment il a été capable de décrire le cheval du roi sans l'avoir rencontré, Zadig entreprend de développer un raisonnement construit autour d'une logique similaire. À l'égard du cheval du roi des rois, vous saurez que me promenant dans les routes de ce bois, j'ai aperçu les marques des fers d'un cheval. Elles étaient toutes à égale distance. Voilà, ai-je dit, un cheval qui a un galop parfait. La poussière des arbres, dans une route étroite qui n'a que 7 pieds de large, était un peu enlevée à droite et à gauche, à 3 pieds et demi du milieu de la route. Ce cheval, ai-je dit, a une queue de 3 pieds et demi qui, par ses mouvements de droite et de gauche, a balayé cette poussière. J'ai vu sous les arbres qui formaient un berceau de 5 pieds de haut les feuilles des branches nouvellement tombées, et j'ai connu que ce cheval y avait touché, et qu'ainsi il avait 5 pieds de haut. Quant à son mort, il doit être d'or à 23 carats, car il en a frotté les bossettes contre une pierre que j'ai reconnue être une pierre de touche, et dont j'ai fait l'essai. J'ai jugé enfin, par les marques que ces fers ont laissées sur les cailloux d'une autre espèce, qu'il était ferré d'argent à 11 deniers de fin. Bien que les juges admirent le profond et subtil discernement de Zadig et que celui-ci soit innocenté, il se dit qu'il est trop dangereux d'être trop savant et se promet, si une semblable occasion se produit, de ne plus s'exprimer. Et lorsqu'un prisonnier d'État s'échappe et passe sous ses fenêtres, Zadig, interrogé, se garde de répondre. On lui prouve alors qu'il a regardé par la fenêtre, et il est condamné à payer 511 d'or, s'adressant à lui-même ce commentaire. Grand Dieu, qu'on est à plaindre quand on se promène dans un bois où la chienne de la reine et le cheval du roi ont passé. Qu'il est dangereux de se mettre à la fenêtre et qu'il est difficile d'être heureux dans cette vie. Si l'on donne à lire ces passages, après en avoir retiré les éléments permettant de les situer historiquement, à plusieurs lecteurs non informés, il y a les plus grandes chances qu'ils les attribuent sans hésiter au même écrivain. Il est difficile, en effet, même avec la meilleure volonté du monde, de ne pas voir ici, de la part de Voltaire, un plagiat par anticipation des aventures du plus célèbre détective de l'histoire du roman policier, Sherlock Holmes. Le schéma narratif qui se trouve au cœur des aventures du détective anglais est en effet ici prééminent. À partir de quelques détails a priori secondaires et qui n'auraient pas retenu l'attention d'un autre détective, un personnage en position d'enquêteur parvient à reconstituer toute une série de faits par la seule vertu de la logique. Et il énonce la conclusion à la surprise générale, celle-ci se trouvant d'autant plus forte que la solution est communiquée avant le raisonnement qui y a conduit. Pour ce faire, les deux détectives procèdent par l'analyse d'indices qui ont échappé aux autres participants de l'histoire. C'est en effet à partir de traces apparemment infimes, comme des empreintes de pas ou des branches tombées, traces qui n'entreront dans l'histoire de la littérature policière et n'acquerront un statut de signe qu'avec Conan Doyle, que Zadig est en mesure de restituer avec précision la chaîne des faits et de formuler ses conclusions. Et ces signes permettent de remonter jusqu'à la vérité par le biais de cette forme particulière de déduction qu'est le raisonnement à rebours.
Procédant autrement que le raisonnement classique, qui rétablit la causalité entre un fait et un fait postérieur, le raisonnement à rebours remonte d'un fait à un autre qui l'a précédé. C'est ainsi que l'observation des traces dans le sable ou des branches tombées permet à Zadig de déduire la taille des oreilles du chien ou la hauteur du cheval. Le plagiat ici ne porte d'ailleurs pas seulement sur l'esprit général des textes, mais sur le détail de plusieurs enquêtes. Voltaire, en effet, semble avoir fait plusieurs emprunts à Sherlock Holmes. La scène de la disparition du cheval est directement inspirée d'une nouvelle de Conan Doyle, Flamme d'argent. Quant au chien mystérieux dont le détective étudie les traces, il est difficile de ne pas évoquer à son sujet, même si l'animal de Voltaire est pour sa part inoffensif, le roman le plus célèbre de Doyle, Le chien des Baskerville. Au-delà du sentiment d'inquiétante étrangeté que provoque cette série étonnante de similitudes, en quoi est-on fondé à dire ici qu'il y a plagiat par anticipation ? 4 éléments me paraissent déterminants, qui permettent, lorsqu'ils sont réunis, de conforter le sentiment personnel en l'appuyant sur des bases solides. La similitude des deux méthodes d'enquête permet d'abord d'indiquer clairement le premier élément constitutif du plagiat, qu'il soit ou non par anticipation, à savoir la ressemblance. Aussi évident puisse paraître ce rappel, c'est lorsqu'une ressemblance conséquente surgit entre deux textes d'auteurs différents que l'on est, comme ici, en droit de se demander si le lecteur n'a pas affaire à un plagiat. Ce premier critère est évidemment subjectif, et l'auteur incriminé peut tout à fait nier, pour telle ou telle raison, avoir puisé dans les travaux d'un écrivain postérieur. Mais cette fragilité de l'accusation est commune à toutes les formes de plagiat, et elle est inévitable. Borges, comme on le sait, envisageait même le cas d'un auteur, Pierre Ménard, qui aurait écrit exactement le même livre que Cervantes sans s'en rendre compte, et ne se sentirait pas pour autant, à juste titre, responsable de plagiat. Aussi subjective soit-elle sur le plan juridique, la ressemblance, qu'elle porte sur les thèmes, les rythmes, les images, constitue cependant un critère indiscutable sur le plan littéraire. Un véritable spécialiste des lettres, a fortiori un écrivain, est susceptible de percevoir, derrière deux textes apparemment dissemblables, la présence secrète d'une voix identique, reconnaissable à l'originalité de ses inflexions et de soupçonner l'emprunt. Mais un second critère, commun aux deux formes de plagiat, se fait jour immédiatement. Pour qu'il y ait plagiat, il ne suffit pas qu'il y ait ressemblance, et donc emprunt, il faut que cet emprunt soit dissimulé. Il n'y a guère de sens à dire que Racine plagie Homère, ou les tragiques grecs, ou que La Fontaine plagie Ésope, puisque ces emprunts sont non seulement ostensibles, mais revendiqués avec fierté par les auteurs. Or, à aucun moment, ici Voltaire ne laisse entendre que ce passage policier pourrait être un emprunt à un texte postérieur, ni de manière directe en citant Conan Doyle, ni de manière allusive. Nous nous trouvons donc bien dans le cadre d'un plagiat, qui porte certes sur une séquence limitée, mais qui est indiscutable, tant les ressemblances sautent aux yeux. La dissimulation a pour conséquence que de nombreux plagiats par anticipation, plus encore on va le voir que les plagiats classiques, échappent au lecteur, et que le champ de la recherche des fraudes littéraires se trouve ainsi s'étendre potentiellement à l'infini. Il est en effet vraisemblable que les meilleurs plagiaires par anticipation ne se soient jamais fait prendre, faute de moyens de détection appropriés. L'importance du champ qui s'ouvre à nous ne doit pas pour autant, comme l'ont fait les auteurs de l'Oulipo, laisser penser que tout livre relève d'un plagiat, classique ou par anticipation. Même si l'idée que de nombreux plagiats sont dissimulés incite à être systématiquement soupçonneux, chaque cas mérite d'être examiné avec rigueur et sans prévention. La dissimulation, comme la ressemblance, est commune aux deux formes de plagiat. Mais celles-ci vont immédiatement diverger avec le troisième critère, qui concerne l'ordre temporel. Alors que le plagiat classique conduit l'écrivain à s'inspirer de l'un de ses prédécesseurs, le plagiat par anticipation le conduit à s'inspirer de l'un de ses successeurs. Là se situe la première des deux grandes différences séparant le plagiat classique du plagiat par anticipation. Elle interdit que se constitue une symétrie, pure et simple entre les deux formes, le plagiat par anticipation ne posant pas exactement, nous le verrons, les mêmes problèmes que le plagiat classique, même s'il s'en rapproche beaucoup et relève d'un même esprit. Il faut souligner que cette première différence tend à dissimuler encore plus la fraude. On ne s'attend pas d'un auteur, en effet, qu'il s'inspire pour tout ou partie de ses textes d'un écrivain à venir. Toute notre représentation du temps et du plagiat, tant qu'elle est transmise par les institutions scolaires, tendant à privilégier l'influence du passé en méconnaissant celle du futur.
Ce critère temporel n'est sans doute pas pour rien dans le fait que le plagiat par anticipation ait pu échapper aussi longtemps aux spécialistes de littérature, alors même, nos exemples devraient le montrer, que les emprunts sont parfois flagrants et s'imposent à l'attention dès lors que l'on est informé du délit et que l'on entreprend d'en rechercher les indices. Ce premier critère de séparation se renforce d'un autre, qui est moins évident et plus subjectif, et que j'appellerais faute de mieux la dissonance. Les passages plagiés par anticipation donnent l'impression de ne pas trouver exactement leur place dans l'œuvre où ils figurent. Que celle-ci soit un livre isolé ou un ensemble de textes. Il en va ainsi du passage de Zadig, qui ne s'intègre pas bien à l'ensemble du conte, comme s'il était extrait d'un autre texte. Il est d'ailleurs, à ma connaissance, sans équivalent dans l'œuvre de Voltaire. Il apparaît comme une sorte de corps étranger, dont l'origine est mystérieuse, dont la forme est singulière et la fonction est incompréhensible. Non seulement, en effet, Zadig ne se donne aucunement comme projet d'être une histoire policière, mais hormis dans ce passage inattendu, le jeune homme ne manifeste pas de qualité particulière de déduction. Bien au contraire, emporté par un destin qu'il ne maîtrise pas, il se laisse sans cesse surprendre par les événements, qu'il n'est à aucun moment en mesure de pressentir ou de contrôler. Une autre manière d'exprimer le sentiment de dissonance qui vient à la lecture de ce passage serait de dire qu'il semble anachronique par rapport au reste du texte, ou si l'on préfère qu'il relève d'un autre temps. Le lecteur a tout à coup le sentiment d'être transporté à une période littéraire différente de celle où s'inscrit l'ensemble du livre ou des autres livres de l'auteur. De ce fait, une autre caractéristique de ces passages rapportés est qu'ils ne sont pas seulement isolés dans leur époque, mais qu'ils ne donnent lieu à aucun successeur. Il en va ainsi du passage de Zadig, qui n'a pas eu de descendance immédiate. Et s'il y a bien eu une tradition française du roman policier, celle-ci n'est pas née de Voltaire, mais de Gaboriau. C'est avec l'auteur plagié par anticipation que va véritablement se mettre en place une filiation. Ressemblance, dissimulation, inversion temporelle, dissonance, ces 4 critères, deux communs aux 2 formes de plagiat, 2 conduisant à les distinguer, quand ils sont devenus familiers aux chercheurs, permettent d'identifier avec une assez grande certitude les plagiats par anticipation. Ce sont eux qui me permettront, ici, tout en continuant à mener la recherche théorique entreprise, de dévoiler un certain nombre de délits littéraires qui sont loin, on va le voir, d'être négligeables, et ont pourtant, malgré leur évidence, échappé jusqu'à présent aux spécialistes de littérature les plus avisés.